Militants, ils sont en plateau avec nous. Nous avons Alexandre pour le Front National. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons Pavel pour En Marche. Madame, d'abord peut-être une première réaction chacun. Pavel, déjà, je suppose que tu es satisfait ce soir. Très content ce soir pour le résultat d'Emmanuel Macron, en tout cas. Je pense tout l'enjeu de ce qui va arriver après, c'est de pouvoir rassembler le pays d'une telle manière que même ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron de conviction, mais juste contre Marine Le Pen, puissent se retrouver dans le projet de quinquennat d'Emmanuel Macron pour les 5 ans à venir. Eh ben justement, on va voir Alexandre. Je pense que c'est un peu de déception. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es Pavel? Est-ce que le rassemblement serait possible? Écoutez, on verra bien, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, on a d'abord une première part de déception par rapport au score visé, mais bon, je rappelle quand même que ça va faire grosso modo 10 millions d'électeurs qui sont portés sur notre candidature. Je tiens à les remercier, puisqu'ils ont été donc nombreux à choisir notre projet, et en cela, donc, on atteint un score historique jamais réalisé, et par rapport à ça, nous sommes vraiment très satisfaits. Après, il y a une grosse part de déception vis-à-vis de la défaite, en fait, ce soir, j'ai envie de le dire, de la France. C'est la France qui a perdu ce soir face à un projet, on le sait, mondialiste, immigrationniste, qui continuera à désindustrialiser la France. Et c'est vraiment ça, je pense, le gros souci ce soir, c'est la défaite de la France. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Ce qui n'a pas marché, je pense qu'on a il faut l'admettre, qu'il y a eu quand même une campagne épouvantable de la part des médias qui se sont tous ligués contre le Front National. Tous les grands patrons du CAC 40 qui ont dit à coup de mensonges, vous allez perdre 30% de votre épargne si on dévalue, ce qui est totalement faux, puisque je rappelle tout de même que l'euro a perdu 30% de sa valeur par rapport au dollar sur les 2 dernières années, et a priori on n'a pas perdu 30% de notre épargne. Donc on a eu beaucoup de fake news qui sont venus de l'autre camp, qui ont tenté de faire peur aux gens, qui ont brouillé un message sur l'économie, et effectivement je pense que les gens ont eu peur par rapport à notre programme économique suite à de nombreux mensonges, et c'est véritablement ça le problème de ce soir. Tout d'abord, si je peux me permettre, je dois vous poser absolument une question. Quel programme économique? Parce que Marine Le Pen a fait un virage que je n'ai absolument pas compris sur la sortie de l'euro 2 jours ou 3 jours juste avant l'élection, et je pense que l'électorat ne l'a pas compris non plus, de 1. Et 2, vous dites que c'est la France qui est perdante ce soir, mais la France a choisi à 65% de ceux qui ont exprimé leur vote Emmanuel Macron. Donc est-ce que c'est légitime de votre part de dire que voilà, la France a perdu? Non, je dis c'est une élection, nous sommes dans un système tout à fait démocratique, et moi je suis russe, je peux vous le dire que vous bénéficiez bien de ce système. Vous ne pouvez pas dire que la France a perdu, c'est totalement farfelu. Excusez-moi, je pense que c'est factuel par rapport aux programmes qui ont été menés depuis des dizaines d'années. On voit bien que la France se désindustrialise, on perd notre identité, etc. Et donc je pense que ce soir, on va être dans la continuité de cette politique-là et qu'on va perdre. Bon, vous m'interpellez sur un argument assez intéressant. Moi, je respecte le choix des Français. Vous me dites que donc les Français ont choisi, que vous êtes attachés à la démocratie. Mais je tiens quand même à rappeler que votre camp faisait partie de ceux qui ont fait voter le traité de Lisbonne contre le choix des Français, qui s'était prononcé à plus de 54% contre lors du référendum de 2005. Donc il y a un moment, on ne peut pas se prétendre être pour la démocratie, alors que dès que le peuple ne vote pas comme il faut, on trouve tous les subterfuges possibles pour aller tenter de faire passer les lois ou contester le vote, comme ça peut être le cas au Brexit, en disant « Ah mais non, il faut interdire le droit de vote pour les personnes âgées ». Enfin, systématiquement, c'est comme ça, c'est malheureux. Oui, Pavel, réponse, et puis on partira sur un autre sujet. Déjà, En Marche et Emmanuel Macron n'existaient pas dans le paysage politique à ce moment-là où le traité de Lisbonne a été voté, de 1. Et 2, on voit bien, à l'exemple de Brexit qui a eu lieu, le vote a eu lieu il y a à peu près 1 an, que la campagne qui a été menée pour le Brexit n'était pas basée sur le fond, n'était pas basée sur les faits, et qu'il y a eu une énorme déception de l'électorat qui se pensait prononcer au nom du peuple britannique, et alors les promesses qui ont été tenues par le compte de Leave n'ont pas été tenues. Le fameux l'article 50 a quand même été déclenché, donc les promesses ont été tenues. Je parle des promesses plus de fonds qui étaient de côté de la campagne de Leave. Sur le fond, il y a quand même eu une campagne désastreuse pour le Brexit. On nous a expliqué que la bourse s'effondrerait, que le chômage exploserait, qu'une petite sauterelle s'abattrait au lendemain du vote si les Britanniques avaient le malheur de se lancer pour le Brexit. Vous avez vu l'inflation? La bourse britannique était au plus haut niveau depuis 10 ans. Et l'inflation et le fait que le Brexit n'ait pas encore été réellement déclenché, que les négociations sont en cours. Non, mais je ne vous parle pas de ce qui va se passer. Et vous avez vu, excusez-moi, vous avez vu l'évaluation de livre sterling?
Vous avez vu l'évaluation de livre sterling depuis le vote de Brexit? Oui, mais vous savez, c'est pas parce que le livre a pu monter un petit peu populaires l'économie qui va payent, mal se porter. Je note qu'il y a des secteurs industriels au Royaume-Uni qui redémarrent, Et d'autres des qui entreprises diminuent. qui ont décidé Oui, de s'y et le installer. secteur agricole au Royaume-Uni, il diminue précisément parce qu'il est doté de base par les dotations de l'Union européenne. Non, mais ça, c'est absolument faux. C'est comme ce qui se passe en France. La politique agricole commune, il faut savoir que l'État français contribue et donne de l'argent à l'Union européenne, qu'on nous en reverse. Donc, on verse 22 milliards par année et on nous en reverse 13. Donc, on en perd 9 dans l'histoire. Moi, c'est en sortant de l'Union européenne, j'en verse plus 22. J'en verse directement 13 à nos agriculteurs. Et les 9 milliards qui restent, on s'en sert pour notre politique, pour l'éducation, pour l'armée, etc. C'est une vision beaucoup trop simpliste de la réalité, mais je vous la laisse. Peut-être une réaction, Thomas, à tous ces débats, peut-être des questions, des interrogations, militants? Des interrogations, voilà, j'aimerais revenir un peu sur l'aspect global de la campagne et des thèmes qui n'ont pas été évoqués. Je penserais par exemple pour moi à l'environnement et à l'écologie. On a prévu d'en débattre. On a prévu d'en débattre tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et voilà, sinon je voulais revenir sur ce que tu disais, au-delà de l'aspect économique et des retombées qu'il peut y avoir en raison d'une sortie de l'Europe ou du fait qu'on y reste, il y a la question pour moi de l'identité européenne qui se pose et de quelle place la France souhaite adopter dans le monde. Je me sens personnellement profondément européen Et et moi aussi. ouais. Mais moi, si vous voulez, je vais clarifier la position. Nous sommes contre l'Union européenne, pas contre l'Europe. Si vous voulez, on a toujours été pour une Europe des nations souveraines, avec sa monnaie, avec ses propres lois décidées par son Parlement, par son peuple, et avec des coopérations. On a de nombreux exemples qui existent, comme Airbus, comme Erasmus, qui ont été des succès de l'Europe, des nations souveraines, mais pas de l'Union européenne. Et nous sommes vraiment, véritablement contre l'Union européenne. C'est ça la clé. Justement, tu parles de souveraineté. Est-ce que finalement cette question de la souveraineté, est-ce qu'on veut plus ou moins de souveraineté nationale, ça n'a pas été un petit peu le centre du débat de cette élection, en tout cas de ce second tour, qui était une forme de choix entre soit d'une certaine manière vraiment une Europe peut-être qui deviendra peut-être par le futur plus fédéraliste avec Emmanuel Macron, ou une Europe plus basée sur des souverainetés nationales avec Marine Le Pen. Est-ce que c'était pas ça le débat un petit peu peut-être, Raphaël, finalement dans ce second tour? La question européenne n'a pas été tant posée que ça. Mais est-ce qu'elle n'était pas un petit peu sous-entendue aussi? Sous-entendu, je pense que ce qui a été plus important, ça a été la place de la France au sein de la mondialisation. Oui, ça va avec l'Europe. Ça va avec, aussi, mais c'est... Oui, ça bien reste sûr, malgré bien sûr. tout, voilà. Ça c'est parce qu'on va en débattre tout à l'heure que je voulais pas trop, peut-être pas trop m'avancer, mais on peut peut-être continuer à en débattre. En tout cas, Oui. juste, le Royaume-Uni, ils ont bien senti que la valeur d'une monnaie change bien sur l'épargne de l'économie. Ça. Je pense que là-dessus, ils l'ont bien senti. Contrairement à ce qu'a dit le Front National. Enfin, il me semble pas, non? Ah bah si, sinon, si, Theresa si. May n'aurait pas eu un succès assez récent aux élections locales. Ah bah l'inflation est repartie, l'épargne a diminué. Enfin, je veux dire, ça c'est des faits, c'est des statistiques. Je parle pas de choses Oui, c'est des idéologiques. faits, mais enfin, globalement, moi je sais que les Britanniques, il suffit d'observer les résultats récents, ils ont donné leur confiance à Theresa May, ce qui prouve bien qu'ils sont en accord avec la politique. En tout cas, ce qui est L'inflation, très- c'est surtout aux banques que ça pose problème. Non, mais excusez-moi, les petits ménages, ceux qui achètent leurs courses tous les jours, c'est eux qui vont la payer en première, cette inflation. Par contre, ce Et qui pour m'a fait... rembourser plus facilement leur crédit aussi. Oui, mais si l'épargne est ruinée, il n'y aura plus de crédit. Ça, c'est un des principes de base de l'économie. Non, moi, ce qui m'a fait beaucoup Je aussi... joue la contradiction. Non, bien sûr, mais ce qui m'a fait beaucoup rire aussi de la part du Front National, c'est Monsieur Florent Philippot qui n'a cessé de se gargariser des résultats sur le chômage britannique, qui ne sont en fait que la résultante de 5 ans de politique libérale de David Cameron. Donc me voir Monsieur Philippot se réjouir de politique libérale, ça me fait beaucoup rire. C'est comme les bons chiffres du chômage aux États-Unis, pareil, ça n'a rien à voir avec Donald Trump. Les bons chiffres, déjà aux États-Unis, il y a beaucoup d'incertitudes sur les chiffres du chômage. Il y en a beaucoup qui sont sortis des statistiques nationales. Il y en a qui parlent d'ailleurs, je crois, de 15% de réel chômage si on prend l'intégralité des personnes qui sont sorties des statistiques nationales, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte. Mais écoutez, on va continuer à débattre de tout ça. Je vous propose, chers auditeurs, de faire une première... Est-ce qu'on continue à débattre? Est-ce qu'on fait une pause? Oui, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec les militants vont rester en plateau pour débattre. Il va y avoir des militants d'autres tendances politiques, notamment des républicains qui vont nous rejoindre parce que c'est une formation politique dont on se demande quel va être l'avenir. Et puis tout à l'heure, on aura d'autres insoumis. Thomas, tu ne seras pas le seul ce soir pour Jean-Luc Mélenchon. C'est plutôt en fin de soirée. Voilà, on garde pour la... Ça va finir de façon grandiose pour Thomas, en tout cas. Voilà. Et puis il y aura a priori une militante socialiste également
également qui sera là avec nous. Et puis nous aurons Guillaume Meurice, le chroniqueur de France Inter, en interview d'ici 5-10 minutes. Donc voilà, restez avec nous, on fait une première pause, mais on continue ces débats de fond. Et là j'étais particulièrement heureux de voir que voilà, on est vraiment allé notamment sur les questions économiques au fond des sujets. Merci à tous. Allez, on continue, à tout de suite sur Webset Radio. De quoi allons-nous débattre? Alors donc premièrement, moi je voulais donc vous poser la question par rapport à l'avenir de vos partis, donc dans la perspective, dans la perspective déjà des législatives. Donc maintenant qu'Emmanuel Macron est élu, la campagne ne finit pas en fait. Finalement, la campagne ne finit pas puisqu'il reste les législatives qui vont être décisives, et aussi à plus long terme, comment par exemple le Parti des Républicains va réussir à se rassembler, se restructurer pour passer législative, mais ensuite qu'est-ce qui vient après? Pour Marine Le Pen aussi, quelle stratégie l'EFL compte-t-il adopter en vue des législatives premièrement pour essayer d'être une force d'opposition en fait? On a Florian Philippot qui a déclaré justement... Oui, il a fait une déclaration. C'est ça, Florian Philippot a déclaré, donc il a félicité Emmanuel Macron, a remercié ses électeurs, mais il a aussi déclaré « Aujourd'hui, nous apparaissons comme la première force d'opposition à M. Macron, dont la politique va être très dure, parce que c'est le choix de la continuité qui a été fait. Moi, je suis très fière de cette campagne, nous avons parlé du fond sans arrêt. » Bon, donc, il annonce clairement qu'il souhaite que le FN arrive à se structurer comme force d'opposition constante pendant tout le quinquennat. Quelle stratégie adopter? Quelle stratégie va adopter le FN pour les législatives? Bon, déjà, je pense que la stratégie est en place depuis 2012 et même depuis que Marine Le Pen a accédé à la tête du parti. Nous avons vraiment une stratégie d'implantation locale. Les fédérations se structurent, les militants sont très actifs, sont régulièrement présents sur le terrain. Nous avons des candidats sérieux et je pense que véritablement l'élection législative va se jouer là-dessus puisque nous aurons de nombreux candidats présents dans toutes les circonscriptions, certains avec une alliance de circonstances avec Nicolas Dupont-Aignan, et nous parviendrons, je pense, avec une nouvelle génération de candidats en dehors d'un système politique qui est là depuis des années, qui ne propose rien, qui échoue systématiquement, qui ne pense qu'à faire du clientélisme. Je pense notamment que c'est le cas en Seine-Saint-Denis où je ferai campagne personnellement pour Jordan Bardella, qui est venu à l'antenne, qui est conseiller régional il y a 21 ans. C'est un nouveau candidat, une nouvelle génération. Et je pense qu'à travers lui, nous allons pouvoir séduire de nombreux électeurs et enclencher une nouvelle dynamique qui nous permettra de nous positionner véritablement comme le premier parti de l'opposition. Et justement, parce que donc on a vu avec les résultats du premier tour que le Parti socialiste et le Parti des Républicains avaient une restructuration assez urgente à faire. Mais c'est pas le seul parti qui possède, qui est en proie à plusieurs lignes. Vous avez aussi... on est en train d'essayer de rappeler Guillaume Meurice. Est-ce que ce gag va prendre fin maintenant? Guillaume, est-ce que tu nous entends cette fois-ci? C'est le répondeur encore. C'est un gag absolument. Oui, on va continuer donc du coup sur les Républicains. Je demandais, juste pour terminer sur le FN justement, est-ce que comment concilier les deux lignes justement, la ligne défendue par M. Philippot et Mme Le Pen et la ligne plus traditionnelle du FN, un peu plus libérale. C'est ça, plus défendue notamment par Marion Maréchal Le Pen. Comment ces deux lignes vont réussir à s'allier pour faire coexister. Voilà, coexister et à s'allier pour réussir à faire une opposition cohérente. D'accord. Bon, déjà, je pense qu'il y a une sorte de clivage qui est un peu artificiel, qui est créé. On nous fait croire que Marion et Philippot n'ont pas du tout la même ligne, alors que c'est globalement sur 95% du programme, on est d'accord, sur l'Europe, etc. Mais bon, après, il va bien falloir voir que sur les élections législatives, on sera là pour s'opposer à Emmanuel Macron, s'opposer à sa politique de désindustrialisation de la France, s'opposer à sa politique de matraquage fiscal. Et sur tous ces sujets-là, je pense qu'il n'y a pas de clivage et que nous tomberons d'accord pour faire élire des députés Front National partout sur la même ligne. Voilà. Et justement, concernant les Républicains, comment les Républicains vont réussir à se rassembler? Justement, est-ce que tu penses que les Républicains vont pouvoir se rassembler assez pour passer les législatives et peut-être justement réussir à former une opposition qui soit importante? Déjà, merci pour l'invitation. Ensuite, pour répondre très clairement à la question, on a perdu les élections présidentielles parce qu'on a eu un candidat qui a été pris dans des circonstances absolument exceptionnelles et qui a été tiré vers le bas. Désormais, ce candidat, François Fillon, s'est retiré du jeu. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour les Républicains et les Républicains ont plusieurs atouts structurels que la défaite de François Fillon n'a pas effacés. On a un accord très solide avec l'UDI qui va nous permettre, dans la quasi-totalité des circonscriptions, d'avoir un seul candidat de la droite et du centre face aux autres candidats. Donc on aura la possibilité d'arriver en tête au premier tour des législatives dans de nombreuses circonscriptions. On aura également
énormément d'élus qui ont été victorieux lors des municipales de 2014, des départementales de 2015, des régionales de 2015, et tout ça, ce sont autant de relais d'opinion avec des réseaux associatifs, des réseaux personnels auprès des habitants qui sont extrêmement forts et qui vont aider nos candidats à retrouver la confiance de nos concitoyens, que nos concitoyens ont pu perdre face à François Fillon. Et puis il y a un troisième atout, c'est très clairement la personnalité de François Baroin, qui a été choisi comme chef de file de notre famille politique pour ces élections. C'est une personnalité qui a la particularité de porter une ligne modérée, raisonnable, mais qui en même temps est audible auprès d'une partie de notre électorat qui a été très exaspérée, parfois radicalisée par les événements récents. Donc je pense qu'on part sur les législatives avec de très sérieux atouts, à nous maintenant de les faire prospérer pour avoir le plus grand nombre de députés le soir du 18 juin. Donc d'une certaine manière, tu reconnais qu'il y a au sein de ce parti Les Républicains plusieurs lignes vraiment différentes qui coexistent. Bien sûr, contrairement aux représentants du Front National, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt et derrière la langue de bois. Bien sûr, il y a des clivages au sein des Républicains. On l'a bien vu de toute façon pendant les primaires. Il y a plusieurs lignes qui cohabitent, qui coexistent. La grande question, ça va être de savoir, est-ce que ces lignes continuent, comme par le passé, à être complémentaires, ou est-ce que la coexistence devient impossible? Moi, j'espère qu'avec une victoire ou un bon score aux législatives, on parviendra à rester unis et à rester cohérents face à Emmanuel Macron et face à son projet. J'espère que nous pèserons de tout notre poids pour faire passer les réformes avec lesquelles on pourrait être d'accord avec M. Macron et que nous défendons depuis des années. En revanche, là où il y a des désaccords, là j'espère que nous serons suffisamment habiles pour bloquer les réformes que nous ne voudrions pas voir passer. Donc j'espère que malgré la défaite des présidentielles, on aura une bonne performance aux législatives et surtout qu'on sera utile à la France pour les 5 prochaines années. Tout simplement, on l'est déjà au niveau local avec nos dernières victoires et maintenant il faut qu'on le soit au niveau national par une attitude intelligente vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Une attitude intelligente qui consiste à voter les réformes que nous approuvons depuis des années et puis par contre à bloquer les réformes que nous n'acceptons pas et que nous n'approuverons pas. Je crois qu'on a Guillaume Meurice qui est revenu cette fois-ci. Oui. Tu nous entends? Là, je vous entends. Ah bah c'est formidable, tout arrive. Alors tu es donc au Louvre, au QG d'Emmanuel Macron. Quelle est l'ambiance sur place, Guillaume? Chez vous, c'est pas vraiment le QG, c'est le... Ouais, bien sûr, oui. L'ambiance est pas folle, hein. Ah oui? Tout le monde s'y attendait, donc... Ah oui, donc c'est normal. Il y a eu des belles surprises, mais bon, les gens sont contents, quoi. Il n'y a rien de particulier, mais il n'y a pas d'euphorie particulière, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah si déjà le soir du premier tour, il n'y a pas le soir de la victoire, il n'y a pas d'euphorie, qu'est-ce que ça va être pendant 5 ans alors? Bah c'est ça. C'est la question qu'il faut. On va pas commencer à tirer un premier bilan, il est un petit peu tôt. Oui, peut-être, on va être indulgent, sinon on va encore dire que la presse est indécente. De toute façon, on surveille. Ah oui, il y a un représentant du Front National qui dit on surveille, là, qui est là avec nous sur place. D'habitude, surveiller la presse, c'est une spécialité de FN. Comment est-ce que tu as perçu toute cette campagne? Est-ce que tu as été un petit peu déçu? Est-ce que tu as regardé tout ça d'un air un peu ironique? Comment j'ai perçu la campagne? Oui. Il y a deux versions. L'humoriste était ravi de toutes les affaires qui sont arrivées jour après jour. C'était la vraie feuilleton à l'américaine. Toutes les affaires et toutes les conneries qu'on a entendues. Après, en tant que citoyen, c'est quand même assez désolant de voir qu'il n'y a eu aucun débat d'idées, ça a été essentiellement une bataille de communication et de quoi. Donc il y a deux côtés. Si vraiment je pense à mon taf, je suis heureux. Si je pense à mon pays, je suis blasé. Ouais, c'est vrai que pour les humoristes, il y a eu de quoi faire durant cette. Ouais, il y avait qu'à se bêter pour ramasser. Ah oui, c'était là, il y en avait même trop en fait. Et alors, quel est le programme là pour la soirée? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, j'attends le discours de Macron, voir ce qu'il va dire, et puis voir ce qu'il peut rebondir dessus. Pour interroger les soutiens qui sont juste venir sur la fête, qui fait d'abord qu'il dit un peu. D'accord, oui. Ils sont un peu plus chauds, mais pour l'instant on gagne un peu. Ah oui, en plus. On a de le voir, donc c'est pas parti pour une grosse soirée de fou, mais on va pas les calculs demain, donc c'est interroger les gens comme ça. C'est ce qu'on a l'impression de comprendre. Et bah bonne soirée, Guillaume, et à très bientôt.
Et on a fait donc on a fait le pont. On voit que c'est pas tellement la fête apparemment chez Emmanuel Macron. Et on va sur le débat qu'on était en train de réaliser avec Florine. Je propose, Florine, qu'on interroge un abstentionniste qui est là. Il s'appelle Elie, mais il ne souhaite pas apparaître à la caméra. Et donc nous allons l'entendre, il est là devant nous, et nous allons donc l'entendre, vous pourrez entendre sa voix sans le voir. Bonsoir Elie. Bonsoir. Peut-être une première question, Florine. Oui, question assez banale, mais pourquoi avoir choisi l'abstention justement? Enfin, on voit que l'abstention, donc nous le rappelons, est de 26% pour ce second tour. Pourquoi? Alors déjà, toi, est-ce que tu as voté au premier tour aussi, ou est-ce que tu t'es abstenu? Non, j'ai pas voté. T'as pas voté, d'accord. Et pourquoi avoir choisi abstention justement lors de cette élection? Alors c'est purement personnel, hein, évidemment, ce que je vais dire. Je pense que on arrive à un détachement, quoi, tout simplement. Et la montée du Front National, ça en fait partie. La chute des deux principaux partis en fait partie aussi. Qu'est-ce que tu entends par détachement? On arrive à un détachement de la politique ce qu'elle est aujourd'hui avec ce que les gens attendent, quoi. Donc mais est-ce que si s'abstenir, c'est pas dangereux pour la démocratie? Parce que s'il y a une part trop importante qui ne vote plus, la démocratie n'a plus sa légitimité aussi. Est-ce que c'est exactement ça. Mais est-ce que c'est pas dangereux? Parce qu'elle n'est jamais acquise pour toujours, la démocratie. Je pense pas que ce soit dangereux, je pense que ça peut être que bénéfique. Si les gens décident de s'abstenir politiquement, ça leur permet à eux de plus donner leur voix à quelqu'un et d'agir eux à leur échelle. Et je pense que si chacun agissait à son échelle, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est une déception en fait chez toi, surtout de ce monde politique. Le système politique actuel, évidemment. Enfin moi j'ai commencé à me politiser dans aucun parti parce que c'était pas possible d'envisager la politique comme ça. Est-ce que avant tu votais? Est-ce que avant tu as fait de la politique ou jamais? Avant d'être politisé, oui, je votais un petit peu comme tout le monde. J'écoutais mes parents, etc. Et justement, concernant l'abstention, est-ce que c'est lié au système des partis, c'est lié au système de la Ve République, ou c'est lié plus généralement au tournant qu'a pris la vie politique avec comme l'a dit tout à l'heure Raphaël, justement cette espèce de combat permanent, très agressif, sans vrai débat d'idées? Non, je pense que la République, elle y joue pour beaucoup, hein. Le fait de séparer comme ça les populations, les classes sociales, je pense que ça joue énormément. Il y a des échecs de la République et aujourd'hui c'est ce qu'on voit, hein, l'abstention monte. Après je pense que les partis politiques ils y sont aussi pour beaucoup. De toute façon on peut taper sur tout le monde, hein. Il n'y a personne il n'y a aucun leader politique qui n'est jamais sorti d'une ligne ou d'intérêt d'appareil, de pouvoir, etc. Je pense qu'ils y jouent pour beaucoup, ils ont une grande part de responsabilité dans la montée du Front National aussi. Et vas-y, Florine, une dernière question. Et juste une dernière question, justement, tu disais qu'il y avait une séparation des populations, justement, qui t'avait aussi déçu. Tu n'as trouvé aucun candidat qui pouvait avoir quand même une volonté de rassembler ces populations, rassembler les classes, comme tu disais? Non. Pour moi, en fait, c'était... pour moi, participer, ne serait-ce, ça serait donner déjà une légitimité à un truc qui n'en a pas la peine, enfin qui n'en vaut pas la peine. Pourquoi ne pas voter blanc, par exemple? Parce que ça serait légitimer quelque chose. Non, voter blanc, je vais vous dire. Voter blanc, ça serait dire je suis pas d'accord avec les candidats qu'on me propose, mais je suis d'accord avec le système électoral classique. Je suis désolé, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et qu'est-ce que tu voudrais justement comme système électoral à la place? Parce que quand tu parles de système électoral, c'est système électoral au scrutin majoritaire, etc., ou c'est système électoral représentatif et toute la Ve République qui va avec? Alors moi je suis contre, oui. Moi je suis contre me faire représenter. Je suis contre la politique comme carrière, en fait, comme métier. Je suis contre beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Et je pense que le plus important, c'est de se rencontrer. Je pense qu'il faut faire confiance aux personnes, aux gens. Faut que les gens prennent confiance en eux aussi et qu'on arrive tous ensemble à faire quelque chose. Et donc sans système représentatif? Sans système représentatif. Donc déjà demain il y a une manifestation à 14h à République. J'invite tout le monde à venir, à se rencontrer pour échanger déjà de ce qui s'est passé pendant 2 semaines et aussi de ce qu'on peut faire
pour les mois qui suivent. Alors, moi, je vais me tourner justement vers les autres militants qui sont là en plateau et en particulier ceux qui étaient là pour les deux candidats du second tour, c'est-à-dire le Front National et En Marche. Quand vous entendez ce discours-là, comment vous réagissez? Là, vous êtes tous les deux autant concernés, autant le Front National qu'En Marche. Quand vous entendez ce discours-là, qu'est-ce que vous avez à répondre? De mon côté, je dirais que c'est triste d'une certaine manière de voir qu'il y a je pense qu'on est autour de 25% de l'abstention. Ouais. 26% de l'abstention, c'est je crois inédit dans la Ve République. Personnellement, je trouve ça très triste, même malgré toutes les rencontres que la campagne d'Emmanuel Macron a organisées dans les grandes villes, les petites villes, voire même les très petites communes, qu'on n'a pas pu rassembler autant de monde qu'on désirerait. Après, ça reste un enjeu pour l'ensemble de quinquennat, aussi les législatifs. Comment réussir de faire parvenir l'idée de projet d'Emmanuel Macron vers les gens qui sont jusqu'ici abstentionnistes? Comment convaincre? Alexandre, pour le Front National, et puis on entendra ce qu'en pense Elie. Je serais tout d'abord d'accord avec le premier constat de mon camarade d'En Marche. Effectivement, c'est extrêmement triste d'arriver à une situation comme ça où les gens ne croient plus à la politique, ne vont plus voter, ne veulent plus s'y intéresser. Mais je pense que ça passe véritablement par une refondation de comment la politique fonctionne, avec tout d'abord la mise en place de la proportionnelle intégrale, puisque rien que pour mon parti qui représentait quand même entre 20 et 30% d'opinion de vote, nous avions obtenu en 2012 seulement 2 députés sur 577, ce qui n'est pas très normal. Lorsqu'on fait des référendums, que le peuple se prononce à 54% contre un certain traité, on le fait passer derrière discrètement sans respecter donc l'avis du peuple. Je pense que tout ça participe en fait à un dégoût de la politique. Les gens se disent on prend pas en compte mon avis, on me crache dessus, c'est pas normal. Et donc c'est d'ailleurs ce qui motivait une partie du programme du Front National où on souhaitait mettre en place le référendum d'initiative populaire. Et juste la proportionnelle justement que propose le Front National, c'est une proportionnelle qui est quand même qui attribue quand même, il me semble, 30 sièges, je crois. Non, c'est une proportionnelle intégrale. Mais c'est-à-dire avec une prime majoritaire. C'est-à-dire que le premier qui arrive en tête obtient, je crois, 25 ou 30% des sièges automatiquement. Mais c'est pour permettre de gouverner quand même, pour qu'il n'y ait pas de blocage. Parce qu'il faut quand même représenter tous les courants politiques, d'accord, mais il ne faut pas qu'on parvienne à des blocages. La grande soirée présidentielle revient sur Web7 Radio en partenariat avec 4 autres médias jeunes. Je rappelle Bangongchi, l'agence Presse Jeune, Scruteur et Hack la Politique, dont un nouveau représentant nous a rejoint, c'est Alexandre. Bonsoir Alexandre, qui était déjà là il y a 2 semaines et ça avait donné vraiment des beaux débats de fond et des débats assez animés. Et nous ont rejoint aussi des militants. Donc on a toujours Pavlev pour Emmanuel Macron et Alexandre pour Marine Le Pen pour le Front National. Et puis nous a rejoint une vieille connaissance quand même, c'est Cassandre. Bonsoir Cassandre. Bonsoir, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Oui voilà c'est ça, et qui ce soir vient de nous voir en tant qu'insoumise. Voilà, donc justement ça va être encore plus intéressant puisque on a d'un côté des libéraux et de l'autre des gens un peu moins libéraux. D'ailleurs, je vois que la disposition des invités a été faite d'une certaine façon. Bon, on pourra en discuter. On pourra peut-être en discuter. Florine, on avait un premier sujet de débat. Oui, alors on voulait aborder un sujet qui a été pas du tout en fait abordé pendant le débat d'entre-deux tours, qui est le sujet environnemental. Même pas du tout pendant la campagne en fait, quasiment. Très peu pendant la campagne, en effet. Et il y a eu notamment pas mal d'électeurs qui ont déclaré, qui se sont tournés vers Jean-Luc Mélenchon parce que c'était le seul, selon eux, à proposer un programme environnemental clair, construit, chiffré, enfin un programme environnemental qui les séduisait. Et du coup, je me demandais un petit peu pour les autres, donc Pavlev et Alexandre, vos candidats, alors la position environnementale de Marine Le Pen, on n'a pas trop compris exactement quelle elle était, on n'en a pas vraiment entendu parler. Est-ce que Marine Le Pen a un programme environnemental? On sait qu'elle aime bien les animaux, a priori. C'est la récupération. La défense des animaux, on a un programme environnemental, je pense, assez complet, assez chiffré, qui passe, tout d'abord, le grand axe sur lequel on souhaite travailler, ça concerne la mondialisation sauvage, puisque il faut bien voir que nous ne sommes pas dans cette optique-là du profit à tout prix, où on massacre des environnements, on massacre des normes sanitaires, on ne sait même pas ce qui rentre sur notre territoire comme produit, s'ils ont respecté les normes, voilà, tout un tas de sujets comme ça. Et bien sûr, le produire local, puisque c'est quand même assez aberrant, je pense, d'aller acheter les matières premières au Brésil, les faire aller par bateau en Chine, on transforme en produit, et par camion, on ramène ça en Europe pour le vendre. Donc on tue nos industries, et en plus, on pollue comme pas possible. Donc ça, c'est le premier sujet. Justement, il y avait eu un fait amusant avec les t-shirts, je crois, FN, qui avaient été produits au Bangladesh, t-shirt officiel du FN,
C'est un peu. Ça date. C'est comme Arnaud Montebourg qui avait fait imprimer son livre en Italie, c'est un petit peu la même idée. Les produits qui ont été faits pour la campagne présidentielle de Marine étaient fabriqués en France, les bijoux étaient faits à Limoges. Pas tous. Il y avait des bijoux, mais pour Marine finir Le Pen. oui. Et pour finir donc sur le sujet donc écologique, nous on souhaite aussi faire un vaste plan d'investissement pour les énergies renouvelables. Même si on conserve le nucléaire qui actuellement est essentiel, on peut pas passer du jour au lendemain du nucléaire au renouvelable. C'est une promesse, c'est du vent, c'est pas possible. On voit que les Allemands l'ont fait et comment ils ont fait pour tenir leur charge électrique. Ils ont fait tourner leur centrale à charbon, donc on pollue encore plus. Donc on maintient le nucléaire, mais en parallèle on investit à fond sur les énergies renouvelables, l'hydrolien, l'éolien, les panneaux photovoltaïques. Moi je travaille, je suis étudiant en école d'ingénieur, donc je connais bien le sujet sur les panneaux photovoltaïques. On sait que les prix ne font que diminuer, les rendements s'améliorent grâce aux recherches sur les semi-conducteurs. Donc voilà, il y a vraiment de l'espoir là-dedans. L'industrie française est performante, il faut investir là-dedans. Et bon, on va peut-être entendre la réaction. Mais voilà, mais le programme est quand même existant et complet. Alexandre, justement, toi qui milite pour un candidat qui a été très prisé pour son programme environnemental, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Alexandre et qu'est-ce que tu penses de la place qu'a pris l'environnement, enfin la place que n'a pas pris justement en fait l'environnement dans la campagne présidentielle? Oui, c'est déjà assez drôle de voir que le FN semble se réveiller assez tard, c'est-à-dire au moment de la récupération pour pouvoir parler d'environnement. Donc clairement, je pense que, nous avons été, mais peut-être avec Benoît Hamon, qui était soutenu par Yannick Jadot de LV, les seuls à véritablement parler d'environnement, non pas comme une simple mesure, comme parmi d'autres, alors tel chiffre pour comme de façon globale, c'est-à-dire avoir une vision environnementale globale, notamment quand on a parlé de planification écologique, malgré la reprise qu'on a fait Marine Le Pen récemment, sans vraiment parler du fond, parce que évidemment, si on veut vraiment mener la transition écologique, il faut qu'il y ait planification. Alors j'entends tout de suite les cris d'orfraie des libéraux qui vont penser que nous voulons une planification toute stalinienne. Au contraire, c'est avant tout étudier les capacités du terrain, de chaque région, de chaque département, pour voir comment, à petite échelle déjà, on peut remplacer la capacité énergétique, et ensuite permettre de coordonner ça, parce que évidemment, à un niveau national, il faut une coordination. Donc, nous avons été les seuls en fait à avoir mis en adéquation l'idée écologiste et une application réaliste et parfaitement, et loin des clichés qu'on peut en avoir. Alexandre. Oui, alors moi, ce que je reproche à cette vision de l'environnement, qui est finalement une vision où on se sent obligé d'avoir une politique assez coercitive, c'est-à-dire et finalement tu as expliqué que la planification, ce n'était pas violent, c'était pas. C'est une relocalisation en fait. en fait. Une contrainte, mais quand tu obliges les gens à payer des taxes, toujours plus de taxes sur des produits qu'ils achètent, qu'ils importent, c'est une contrainte. Et je pense pas que c'est avec une telle contrainte par l'impôt, par la taxe, par les réglementations, qu'on peut volontairement amener les gens vers une politique environnementale saine. D'ailleurs, je voudrais préciser que aujourd'hui, le principal facteur d'amélioration ou de réduction du CO2, par exemple, et de toutes les politiques environnementales, c'est l'innovation technologique. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'une politique qui permet aux gens d'innover et donc de développer économiquement, et forcément, et aussi de laisser le choix aux gens finalement d'acheter des produits ou d'acheter des services avec des entreprises qui librement choisissent, et entreprises qui respectent les normes environnementales. Après, les gens sont libres des choix qu'ils font. Oui, mais est-ce que tu penses vraiment justement que c'est possible d'avoir un programme environnemental qui fonctionne, étant donné que c'est quelque chose qu'on doit, il devient de plus en plus urgent. Ça devient de plus en plus urgent de faire un effort environnemental au niveau mondial. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut réussir à limiter le réchauffement climatique, etc., sans coercition, sans donner quand même quelques mesures restrictives, sans imposer quelques normes, parce que Finalement, le programme d'Emmanuel Macron, il propose des mesures qui pourraient être qualifiées de coercitives, même si je ne suis pas d'accord avec le terme, mais notamment une mesure concrète. Emmanuel Macron propose de fermer toutes les centrales à charbon qui existent en France jusqu'à la fin du quinquennat. Deuxième mesure, il propose à l'horizon de 2030, il me semble, de faire... Oui. Alors attendez, on est avec Gaëtan Dussaucé, le directeur du Front National de la Jeunesse, au téléphone. Bonsoir Gaëtan.
menteur. Est-ce que tu es un petit peu dépité ce soir à l'annonce des résultats? Alors, est-ce que vous pouvez répéter? Je vous en prie. Gaëtan, je disais et te demandais si tu étais dépité ce soir à l'annonce des résultats. Ah bah écoutez, moi je suis très fier de ce que nous avons réussi à faire ce soir. Il se trouve que nous étions un peu David contre le titan Goliath avec notre petite fronde et notre petite pierre, mais malgré tout nous avons réussi à rassembler au-delà de notre propre camp, au-delà des électeurs qui avaient choisi Marine Le Pen au premier tour, au-delà des électeurs de l'école de Pontélian, nous remercions évidemment pour ce soutien. Et ce qui prouve qu'il y a aujourd'hui une recomposition totale du paysage politique qui était attendu, je crois, depuis très longtemps par un grand nombre de Français. Est-ce que ce soit le premier parti d'opposition? Bah, évidemment. De mettre en œuvre le président Macron, qui sera extrêmement menaçant pour le bien-vivre de notre société. Justement, est-ce que tu es candidat aux législatives, Gaëtan? Tout à fait, je suis candidat pour la deuxième circonscription de l'Oise. D'accord, très bien. Écoute, maintenant c'est un nouveau combat donc qui s'ouvre un petit peu le troisième tour, plutôt confiant donc pour ces législatives? Pardon? Plutôt confiant pour ces législatives? On en parlait dans les discours. Oui, bien évidemment. Il se trouve que là, encore une fois, il y a une recomposition totale du paysage politique français. Vous le savez que suite aux dernières élections législatives de 2012, il y avait un clivage, un vieux clivage poussiéreux, branlant, qui est celui du clivage gauche-droite. Là, il en sera tout autrement. Il est évident que Emmanuel Macron portera une certaine dynamique de son accession à la présidence de la République, ce qui pourra peut-être, je ne souhaite pas, mais peut-être accéder à une majorité, mais celle-ci sera évidemment contrebalancée par une masse patriote qui rentrera en permettant au peuple de rentrer par le début dans l'Assemblée nationale, défendre leurs intérêts. Merci Gaëtan d'avoir réagi en direct sur Web7 Radio. À bientôt peut-être sur les ondes de Web7 Radio. Justement, on a parlé de la jeunesse avec Gaëtan Dussaucé, qui est directeur du Front National de la Jeunesse. Et donc, Florine, peut-être enchaîner sur un débat sur la jeunesse, parce que nous sommes tous des jeunes ici, donc ça nous concerne directement. Et nos auditeurs aussi, je pense. En tant que médias jeunes, on est peut-être les seuls médias à s'intéresser vraiment à la jeunesse. Alors, justement, pour les militants de tous les partis qui sont représentés ici, donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron veulent tous deux remettre le service militaire à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement un service civique qui est défendu, je crois, par M. Mélenchon serait pas peut-être plus pertinent? Est-ce que le service militaire n'est pas un peu dépassé? Peut-être d'abord Alexandre et puis après on demandera. Dépassé, je ne pense pas, puisqu'il avait fait ses preuves dans le passé et on a bien vu que subitement, après l'avoir enlevé, on a eu une dégradation des conditions dans lesquelles les jeunes se reconnaissent dans la France, les jeunes respectent la France, les jeunes ont envie de rester et de s'engager pour leur pays. Et vraisemblablement, je pense qu'en réinstaurant ce service militaire, on résoudra ce problème. Mais pourquoi un engagement militaire? Justement, les jeunes ont besoin d'un engagement. Or, on voit de plus en plus de structures jeunes qui émergent pour s'engager par le biais de médias, par le biais notamment avec les réseaux sociaux. On a plein de chaînes YouTube qui fleurissent, des associations de jeunes qui, on a par exemple, un exemple de Nouveau Souffle que nous avions reçu la dernière fois, qui est un mouvement politique qui a été fondé que par des jeunes. Donc on a clairement un engagement des jeunes. Alors pourquoi vouloir les engager militairement alors que les jeunes s'engagent civiquement, et pourquoi pas justement élargir cet engagement civique et en donner l'opportunité à tous plutôt que militairement, alors que l'engagement militaire n'aboutit pas sur grand-chose pour la majorité des jeunes? Enfin, je pense qu'on avait vu que ça avait des résultats dans le passé et on en parlait sur l'écologie, il fallait une coercition. Je pense que cet engagement militaire sera justement une coercition pour les esprits un peu brûlés qui veulent cracher à la tête de la France. Il faut vraiment mettre un contrôle dessus tout ça, je pense. Et le service civique, c'est un peu, généralement, je vous coupe 2 secondes, mais je pense que c'est du pipeau, c'est du vent qu'on nous vend comme ça pour faire mine que ça va marcher, que ça va être efficace, alors qu'on sait très bien que ce ne sera pas efficace. Je dis, c'est-à-dire qu'entre un service militaire où voilà, on va justement, comme vous le dites, obliger par la coercition des jeunes à s'engager dans une structure qui est quand même très particulière, une structure qui n'est pas du tout adaptée à tout le monde, dans une idée de, comme vous dites, c'est-à-dire rabaisser les têtes brûlées qui crachent à la France. Bon, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce terme-là.
Pourquoi pas? Alors que le service civique, on le voit, il y a des jeunes qui s'engagent pour des durées de 6 mois dans des associations qui donnent, je sais plus c'est quoi le nombre d'heures réglementaires, mais je crois une quinzaine d'heures à une association. Oui, mais Oui, vous savez très bien que les jeunes qui vont spontanément s'engager dans ce type d'association, c'est bien, il en faut, mais spontanément, c'est les gens qui de base sont assez bien éduqués, sont assez bien inscrits dans la Monsieur France. Mélenchon propose, je crois, de le rendre obligatoire, il me semble. Oui, c'est-à-dire de généraliser ce service civique. Oui, parce que contrairement à un service militaire et cette coercition dont vous parliez qui ne sert finalement qu'à rabaisser les gens et à créer plus de frustration dans la société, le service civique Non, au ça sert à faire aimer la France. pousse les gens justement à s'élever. Quand je prends l'exemple, enfin pour moi la campagne que nous avons faite avec la France Insoumise représente parfaitement la France que nous voulons. Lorsqu'il y a eu les caravanes pour l'accès des droits qui ont sillonné des centaines de quartiers populaires partout en France, c'est l'image que j'ai eue de ce que devait être un service civique, c'est-à-dire un service où des jeunes de partout vont à la rencontre des vrais gens, enfin je veux dire des vraies conditions, des gens qui vivent avec un RSA et 4 gosses sur les bras, enfin je veux dire des gens dans leurs véritables conditions, et je pense que c'est à ça que doit servir avant tout le service civique. Pour aimer sa nation, il faut d'abord la connaître, il faut d'abord venir au contact, et pour moi cette idée de service civique, contrairement au service militaire, est parfaitement comparable à la campagne de terrain que nous avons faite, qui permet de mieux connaître son pays. Alors justement, vous parliez d'aimer la France, mais donc ça s'adresse aussi à toi. Est-ce que aimer la France, ça passe par s'engager pour la défendre ou à s'engager pour la changer, justement? Ça passe. Et c'est ça, et je m'adresse notamment à ceux des obligations qui défendent le service militaire. Est-ce que vraiment s'engager pour défendre la France dans, comme je dis encore, une structure qui est militaire, qui est contestée par beaucoup, et justement ce dont vous dites qui crache sur la France, je ne sais pas si vous visiez en particulier... les jeunes qui crachent sur la France, est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes qui crachent sur la France? Je ne sais pas, aller faire un tour sur Twitter, aller faire un tour dans certaines banlieues. Moi je viens de Seine-Saint-Denis, donc je sais quand même de quoi je parle. Je sais qu'ici on est sur Paris, peut-être qu'on ne sort pas trop de chez soi, mais moi je suis vraiment sur le terrain. Je viens pas de Paris, mais voilà, mais très bien, mais moi je suis vraiment responsable Front National Jeunesse en Seine-Saint-Denis, donc je côtoie des jeunes de Seine-Saint-Denis, je me balade sur tout le département, et il y a malheureusement, il faut le dire, des zones, des cités où des caïds font leur loi, ne respectent pas la République, et où des gens prennent un plaisir, je voudrais dire, et c'est malheureux, à cracher sur la France et à défier sans cesse l'État français. Il faut pas le nier. C'est un problème de désaffiliation à la fois, c'est un problème de désaffiliation sociale. Je veux dire, à un moment, c'est aussi un problème d'intégration sociale. Et pour moi, si on veut défendre la France, il faut déjà avoir quelque chose à défendre. Il faut déjà avoir une idée de vivre ensemble et de bien commun qu'il faut avant tout recréer, parce que justement, on a perdu. Ouais. Alors, attends, après, j'ai justement une question par rapport à cette idée de France dont on parle. Est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ce qu'on a dit? Pour moi, il faut très clairement distinguer un engagement militaire de longue durée du service militaire qui est proposé par Emmanuel Macron, donc un service militaire obligatoire pour 3 mois. Ce n'est très clairement pas un service militaire qui va permettre à tout et n'importe quel participant de ce service militaire aller combattre Daesh en Syrie ou en Irak. Il faut bien faire la différence. Donc après, si c'est un moyen de rétablir le lien avec la nation, de rétablir le lien avec la communauté, avec les valeurs républicaines, pour certaines âmes qui sont peut-être un peu perdues dans la République ou qui ne s'y reconnaissent plus, peut-être, je ne sais pas, on n'a pas encore testé. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait à voir. Et alors justement, tu parlais d'une idée de France qu'il faudrait déjà pouvoir défendre. Alors justement, on a le sujet de la culture française a été beaucoup abordé pendant cette campagne. Il a été abordé par toujours quand on parlait d'autres sujets de sécurité, voilà. Mais si on aborde le sujet en tant que tel, la culture française, on a eu donc de nombreux débats avec comment dire, Macron qui aurait déclaré il n'y a pas de culture française, Marine Le Pen qui a fait des déclarations plus que problématiques sur des membres du FN en tout cas qui ont fait des déclarations, notamment pendant le débat encore, le débat sur la colonisation d'Algérie est ressorti. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est en tant que jeune, qu'est-ce que c'est pour vous la culture française? Est-ce que, voilà, on parle d'identité française, etc. Vous, en tant que jeune et pas seulement en tant que militant, pour vous, qu'est-ce que c'est que la culture française? Donc, je sais pas. Moi, j'aimerais on va terminer là-dessus, on va faire une autre pause. J'aimerais bien commencer parce que de base, je ne suis pas français, donc j'ai un peu de recul sur ce sujet-là. Je suis russe à la base, donc pour moi, la culture française, c'est à la fois tout ce qui est beau dans la philosophie française, la littérature, la dramaturgie, l'architecture qu'on voit ici à Paris, etc., la langue française, bien sûr. Donc, il y a mais en plus de ça, il y a tout un état d'esprit qui est français, qui est
justement qui nous réunit ici ce soir. Donc une idée de débattre les idées, même si on n'est pas forcément d'accord, même si on n'est pas forcément, même si on ne sera jamais d'accord sur certains points. Mais oui, pour moi la culture Donc française. c'est un état d'esprit plus que des normes fixées. Exactement, on ne peut pas définir ceci est français, ceci n'est pas du tout français. Pour moi, c'est quelque chose qui, déjà à la base, est dans une évolution permanente, mais en plus de ça, qui est quelque chose de, au final, très personnel. D'accord. Cassandre, peut-être sur la culture française. Oui, pour moi, la question de la culture se rapporte très vite à la question de l'appartenance nationale, de ce qui fait finalement peuple. Enfin, on parle de peuple français. Moi, j'ai plutôt envie de parler de peuple de France. Pour moi, finalement, la culture française, c'est l'agglomérat à la fois historique l'agglomérat historique de toute la culture qui a été produite en France ou alors par affinité à la France. Et c'est avant tout une vision de ce qui est produit là. Je veux dire, pour moi, est autant de culture française le syncrétisme n'est pas le mot, mais les métissages qu'on peut avoir avec les cultures qui viennent sur notre sol et qui se réapproprient nos racines historiques en les refaisant à leur sauce, puisque ce sont eux aussi le peuple de France. Donc pour moi, la culture française, c'est la culture du peuple de France et ce qui le fait, ce qui le fait grandir, ce qui le fait vivre dans une idée de commun et d'aspiration assez élevée. Et pour terminer, on va entendre Alexandre sa position, et puis juste après, on entendra justement le discours de sa candidate. D'accord, je pense que c'est assez lié quand même ce sujet de culture française au service militaire, oui, parce que ça doit être couplé, véritablement. Il faut vraiment, je pense que les gens se sentent français et s'identifient à la culture française. La culture française, c'est quand même bas, c'est quelque chose, quand nous en parlez à l'étranger, la France, ça fait du bruit, les gens, ils ont un écho, ils comprennent tout de suite ce que c'est. C'est une nation millénaire, il y a eu de nombreux rois, on a eu de nombreux intellectuels, Montesquieu, Descartes, on a eu Napoléon, toutes ces personnes ont participé à l'élaboration d'une culture française qui a rayonné à travers le monde, et dont les gens sont immensément fiers. Et il faut maintenant pérenniser ça, c'est ça. Il faut qu'un peuple se sente français, qu'on pérennise ça. Et je pense que le vrai drame de nos jours, c'est que... culture française, je sais pas que littérature, etc. C'est la culture française dans le sens peut-être un peu identitaire, comme le débat, vu que le débat a tourné à l'identitaire beaucoup durant la campagne, c'est qu'est-ce que c'est être français et qu'est-ce que c'est cette identité française qu'il faut défendre à tout prix si on écoute notamment votre candidate justement. Oui, c'est des valeurs qu'on exporte, qui se retrouvent dans notre devise, liberté, égalité, fraternité. Tout ça participe véritablement de la culture française. Il faut le défendre et il faut réussir à transmettre aux gens, à nos jeunes particulièrement, par l'éducation et par le service militaire, toutes ces valeurs-là pour pérenniser l'État français. Je pense que c'est ça la grande question. Oui, non, je crois que tu voulais oui, rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure aussi, juste parce que du coup on a enchaîné sur la culture française vu que c'était dans le sujet, mais pour revenir juste à ce que tu disais sur les jeunes et c'est toujours lié, les jeunes qui crachent la figure de la France, etc. Comme tu as dit, je reprends le terme parce que le terme m'a un petit peu dérangé. Est-ce que le problème justement, est-ce qu'il faudrait les forcer à aimer la France par le service militaire? Je suis pas sûr que le service militaire aide à aimer la France. Ou est-ce qu'il faudrait comprendre d'où vient ce sentiment qui est pas forcément un désamour, mais qui est peut-être juste une frustration avec, par exemple, on donne à certains jeunes beaucoup d'objectifs, mais peu de moyens d'accomplir ces objectifs, et forcément il y a une certaine frustration. Est-ce qu'il faut forcer les gens à aimer la France, ou est-ce qu'il faut comprendre pourquoi il peut y avoir une frustration? Je pense qu'il ne faut pas que les forcer. Le service militaire ne va pas forcer tout le monde. Il y a des gens qui vont très bien s'y plaire. Ce sera vraiment un cas particulier pour ceux qui sont vraiment les têtes brûlées. Oui, mais justement, mais pour ceux qui ont en ce moment un problème, je pense que ça passe surtout par l'éducation. Il faut remettre en avant les fondamentaux comme la langue française qui doit être enseignée. Mais pas par une remise en question peut-être de la France sur pourquoi elle n'arrive pas à donner les conditions sociales à ces gens-là d'aimer justement la France. Je vais vous répondre franchement sur cette question, parce que c'est quand même dramatique du point de vue des politiques qui ont été menées depuis des années, qui ont fait que des populations immigrées, un débit assez impressionnant de 200 000 par an typiquement sur les dernières années, on les a parqués comme ça dans les cités, on leur laisse aucune chance, ils ne peuvent pas s'intégrer puisqu'on ne parle pas la langue à la maison, on ne parle presque pas la langue à l'école, toutes ces questions-là doivent être résolues, et c'est vraiment dramatique, mais je pense que le Front National est le seul barrage aux politiques qui ont été menées. J'ai un ami qui vient de Seine-Saint-Denis, il est franco-marocain, il me racontait justement que lui, il s'en fiche de l'économie. La seule raison pour laquelle il vote Front National, c'est parce qu'il en a marre de voir qu'il est amalgamé à des gens qui ne veulent pas s'intégrer, que les politiques ne sont pas menées correctement pour que les gens s'intègrent en France, se reconnaissent dans la France et respectent l'État français. Et du coup, votre solution est une réponse justement.
Certes, je ne me reconnais pas absolument dans cette image de la France que vous présentez. Je suis immigré en France. Je suis venu ici pour faire mes études à Sciences Po. J'ai appris de manière très rapide la langue française parce que je vivais avec des gens qui parlaient français au quotidien. Donc c'est pas le cas dans les quartiers en Seine-Saint-Denis. Certes, ce n'est peut-être pas un cas représentatif, mais pour moi, la solution n'est pas de dire voilà, on va élire le FN va résoudre tous nos problèmes par rapport à la langue française. Non. Et déjà, donc d'abord, le FN. Pourquoi non Parce que le FN n'est pas le seul parti politique qui propose des mesures dans les matières d'éducation pour intégrer les gens qui ne se retrouvent pas à la République. Est-ce que le problème majoritaire, c'est la langue française? Mais comment voulez-vous franchement vous intégrer, trouver un travail, réussir si vous ne maîtrisez pas la langue? C'est pas possible. On va passer le discours de Marine Le Pen. On reviendra. On va continuer à débattre. Hein. Vous saurez tous. On va continuer avec elle. Je pense qu'on va garder plus ou moins les mêmes militants en plateau pour continuer à débattre. Non, on va changer un petit peu. Ça va un petit peu tourner. On va évoluer, mais on va continuer à débattre ici sur Web7 Radio.